C'était l'époque du régime Compaoré, lorsque les étudiants logés au sein de l'université de Ouagadougou troublaient beaucoup la quiétude des autorités universitaires et politiques que le pouvoir décide de les déloger loin de la ville, d'où la création de la cité universitaire de Kossodo, la cité de toutes les histoires. Qu'est-ce qu'on voulait faire de ça? On m'a dit que c'était une cité universitaire. Alors, bon... j'ai commencé à vendre avec les maçons, les ouvriers. Cela résulte de la dissolution de plusieurs cités à l'issue de la crise de 2008. Le slogan de campagne, c'était l'unité dans la diversité pour une cité sans barrière. Quand il y a des rencontres, les gens étaient plus focalisés sur le délégué de Kossodo. Et ça, c'était même avant nous. L'histoire commence en 2008. Brièvement comme ça, ils ont aménagé une chambre qu'ils ont filmée et puis le soir je suis rentré chez moi. J'ai suivi la télé, on m'a dit que, que la cité universitaire pourra loger ses premiers étudiants à Kossodo. Voilà, donc je suis là, je vois quelques-uns qui viennent, mais bon, au début, chacun était dans son camp, moi je les observais et puis voilà. Mais au fil du temps, il y avait les Fatao, ils préparaient du thé avec un vigile Madou. Donc je partais, Madou a commencé par me donner du thé parce qu'il venait acheter la cigarette, souvent il mettait un verre de thé. Et voilà, c'est comme ça, l'approche est née, et puis on est famille. Mais il faut dire aussi que ça n'a pas été facile parce que quand la cité est ouverte, j'avais une table de cigarettes que je vendais. Et il y avait un DG qui était là, Diko. Diko, lui n'a pas voulu, il n'a pas souhaité ma présence, franchement. Et lui, il tenait à ce que je parte parce que mon hangar et ma cigarette n'étaient pas à l'image de la cité ultra moderne, ou du moins la cité, la première cité, la plus grande cité de l'Afrique de l'Ouest. Et en son temps, la cité Zorona qui était au sein du campus avait été fermée, la cité Tampoué avait été fermée, la cité Gonguin, et ainsi de suite. Et en son temps, les autorités ont voulu ramener les étudiants en cité Kossodo. Et nous étions à l'immeuble Kafando, c'est-à-dire cité Tampoué. Après la fermeture, personnellement, je suis rentré en famille pour pouvoir essayer de préparer ma session. Et en temps, un communiqué qui est sorti pour dire que la cité Kossodo sera fonctionnelle à partir du 15 septembre 2008. Et je suis arrivé le 18 septembre 2008. La cité était toujours fermée. J'ai trouvé des agents de sécurité qui étaient là. J'ai dépouillé mes bagages et leur fait savoir qu'on a dit que la cité est ouverte. Donc je suis venu pour occuper une chambre. Et sur place, l'agent de sécurité m'a dit qu'ils n'ont reçu aucune autorisation de laisser un étudiant rentrer en cité. J'ai dit bon, dans ce cas, il n'y a pas de problème, je vais dépouiller mes bagages à côté et attendre à ce que le conseiller vienne. Et j'ai dépouillé mes bagages aux environs de 16 h, M. Sawaro qui est arrivé. Et je suis allé présenter mon reçu. Il m'a donné la chambre A021 du bâtiment A. Parce qu'il avait réservé le premier bloc pour les personnes vivant avec un handicap. Et il m'a mis dans la chambre A021. La cité universitaire de Kossodo est aussi la cité des luttes révolutionnaires entre les étudiants et l'administration du Centre national des œuvres universitaires. Seni Ouedraogo, le délégué des luttes révolutionnaires. Ne pas avoir peur de les désigner comme tel. C'est un régime qui nous a fait vivre, en tout cas, qui nous a fait voir des vertus et des familles. Parce qu'on était combattus.
jusqu'à notre retranchement. On était pourchassés. Et à chaque fois qu'il y avait une crise, c'était des courses-poursuites. Je vous parlais tantôt de nos camarades qui ont été arrêtés. Ça démontre à quel point le pouvoir de Blaise Compaoré voulait en découdre avec les étudiants que nous étions. Et ce qui fait que la cité, à un moment donné, était devenue un réservoir d'hommes forts contre ce régime. La preuve est qu'à chaque fois qu'il y avait des marches de l'opposition politique burkinabé, que ce soit la société civile engagée, les partis politiques engagés, ils venaient effectivement demander le soutien des résidents de cette cité. Ce faisant, à chaque fois qu'il y avait une marche, nous battions le macadam jusqu'à la place de la Révolution. Et à chaque fois, on était accueillis triomphalement. À la faveur aussi de l'insurrection, pour un peu revenir à votre question, voilà, j'ai été arrêté comme nombre de nos camarades, les Lianoué et autres, quand nous étions sur la voie en train de manifester notre mécontentement, on brûlait les pneus, etc. Voilà, j'ai fait partie de ceux-là aussi qui ont été arrêtés par la CRS. Voilà. Au niveau des listes, mais les étudiants nous ont donné l'autorisation de faire les listes et de les afficher. Le problème ne se poserait pas, mais la date du 8 vient compliquer notre situation. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit qu'il n'a pas la solution à la question, mais il va se référer aussi. Vous avez vos problèmes particuliers, vous venez me voir de façon particulière et on résout ça de façon particulière, personne ne sait. Bayala Serge en est devenu un idole révolutionnaire. Le mandat de Polo Ouseni et de Zungrana. Et à cette époque, l'une des batailles les plus géantes que nous allons mener, c'est celle du déguerpissement Manu Militari un 29 juillet 2013. Moussa Ouattara de Yamoussoukro a envoyé un communiqué à 13 h où on demandait aux étudiants de quitter les résidences universitaires et on s'est dit pas question parce que la mesure elle arrive très vite et donc tout ce qu'il nous fallait faire à cette époque c'était de résister et donc au niveau de la cité il y avait des gens qui s'étaient déjà organisés. Moi j'étais avec un bataillon au niveau de l'université pour gérer les autorités de la présidence. Et le soir, quand nous sommes rentrés, il y avait une catégorie d'étudiants qui pensaient que, bon, là, il faut fuir. Et nous avons pris la parole ici même. Nous avons dit, tous ceux qui sont en train de ranger leurs effets, qu'ils les rentrent dans leur sac, dans leur chambre et qu'ils déballent leurs effets. Nous ne devons pas fuir devant la menace. Et là, le seul moyen pour nous de ressortir dignement, c'était de résister, résister et résister. Nous avons créé une stratégie de résistance et la première, c'était d'avoir des moyens de pression. Et les moyens de pression, c'était convoyer dans la cité tous les cars qui passaient sur l'axe numéro 3 qui mène dans le village du président Blaise Compaoré, les voitures diplomatiques, du corps diplomatique et les voitures à fond rouge. Fond rouge et diplomatique, ça touche les décideurs directement. Donc ce n'est pas fait contre le peuple, c'est fait contre les autorités qui prennent les décisions uniques contre le peuple. Et donc en les ayant, c'était notre premier moyen de pression. Et nous avons la nuit créé un état-major général de guerre ou de résistance. Et cet état-major général de guerre ou de résistance, on avait des snipers positionnés. Vous voyez, nos bâtiments sont militairement bien structurés. Vous voyez, il y a chaque angle et au niveau de chaque angle, on avait des gens qui montaient là-haut et à partir de là-haut, ils jetaient un regard panoramique sur les probables menaces dont peuvent être victimes les résidents.
Et donc, il y avait un état-major général. L'état-major général, c'était un certain Bationo, j'oublie un peu son nom. Il était géant, il avait la posture naturelle d'être le commandant. Et moi, j'étais le coordinateur des troupes. Et on a pris certaines voitures avec Polo, avec les Ungrana et avec Bado à Djalan. On faisait des patrouilles de la cité au rond-point à côté et aussi jusqu'à vers Hôtel Slimandé pour s'assurer que notre territoire n'est pas menacé. La force d'une armée, ce n'est pas de rester sur place et attendre l'adversaire. C'est aussi aller sur le terrain pour s'assurer que l'adversaire est hors d'état de nuire. Et nous avons fait, c'était vraiment très magnifique. Et au niveau de chaque porte, on a créé vraiment un état-major qui fonctionnait. Mieux que le combat contre le terrorisme aujourd'hui. Nous, on avait pourvu, on avait des indemnités qui étaient offertes aux troupes qui étaient positionnées devant les différentes sorties de la cité pour éviter pour éviter que des troupes valides s'échappent. Donc, et comme nous savons que la posture costaud d'un homme ne suffit pas pour qu'il résiste, nous avons quand même mis des vigiles et nous avons fait des indemnités de guerre. C'était du thé, du sucre et voilà. Avec ça, ils ont tenu le cap. Jusqu'au petit matin, nous avons résisté. Et vers 14 h, on nous dit il n'y a plus, les négociations sont à bout, on ne peut plus rien faire, il faut aller directement à l'affrontement. C'est vrai, moi je suis arrivé en 2014. Donc après des événements, c'est-à-dire qu'un mouvement d'étudiants, un mouvement à l'occasion duquel beaucoup de véhicules de l'État ont été incendiés. Alors donc à notre arrivée, nous avons pris les dispositions pour échanger avec les intéressés, les étudiants, l'ensemble des étudiants, pour apaiser les esprits. Ils ont envoyé des cargos illimités vers le CENU, la direction du CENU. Et nous, vers 14 h, on a dit, bon, ils veulent voir 2 personnes de la cité. Bon, le délégué et moi, nous sommes désignés. Et on a marché, escorté par quelques généraux. On a dépassé le semblant de canal là. Et on a rencontré le chef de coordination de la police des représailles. Il nous a dit qu'il a reçu l'ordre de nous déguerpir et qu'il nous demande de déguerpir. Nous, on dit on ne peut pas déguerpir. Il dit ok, eux ils vont se mettre en action. On dit ok, nous aussi nous nous mettrons en action. Et il nous demande comment. Bon, comment on explique à son adversaire sa stratégie de guerre, si ce n'est pas être un inculte de l'armée? Bon, on a compris qu'il avait des insuffisances en stratégie militaire, donc on partait, il dit oh, on va gazer. On dit bon, si vous gazez, ils disent qu'ils veulent les voitures. Il dit bon, si vous gazez, nous on ne sait pas, mais un gaz correspond à un véhicule aussi qui quitte l'état normal. Ça veut dire qu'il va arrêter, qu'il va aussi s'exploser. Maintenant, qui explose, nous on ne sait pas. Ça va être peut-être les gaz. Donc ils ont lancé les trucs. Et on est rentré en débandade. Mais on a créé une stratégie, comme dans le bicaméralisme au Bénin, dans le royaume de Dahomey. Les hommes étaient au front et les femmes étaient en arrière avec des seaux d'eau, des beurres de karité, du citron, avec des mouchoirs. Mais c'était magnifique. En 2012, que je suis prestataire à la cité Kosodo, donc bientôt 7 ans. Et c'est une cité où j'ai beaucoup appris. C'est une cité où j'ai vécu tellement de choses, et je dirais tellement de choses qui ont contribué à me façonner, qui ont contribué à me donner un peu la personnalité que j'ai aujourd'hui. Des moments qui n'ont pas toujours été des moments heureux, il y a eu des moments malheureux, il y a eu des moments douloureux. Il faut ajouter, c'est que la cité, ça a été pour moi comme un passage obligé, parce qu'il fallait que je fasse un séjour en cité pour pouvoir amasser un certain nombre de connaissances, un certain nombre de formations, un certain nombre d'engagements, et ça a forgé ma personnalité. Ça a forgé ma personnalité et je connais nombre de personnes qui aujourd'hui s'illustrent au niveau national comme à l'international pour avoir tout simplement été des produits de la cité universitaire du Kosodo. En son temps, c'était baptisé la cité révolutionnaire. La cité révolutionnaire, le nom n'est pas venu fortuitement. Le nom est venu suite au comportement des résidents, suite en tout cas, suite au fait que ces résidents-là, quand il s'agissait de dire non, ils ne balbutiaient pas, ils ne passaient pas par 1001 chemins. En tout cas, ils allaient droit au but
pour défendre leur cause. Et c'était aussi l'unité dans l'action, c'était la solidarité légendaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on entretient toujours de très bonnes relations avec ceux qu'on a connus en cité. C'est le type de guerre que même quand on perd avec les larmes de joie. Et cette guerre, nous l'avons perdue avec des larmes de joie parce qu'effectivement, vers 18 h, ils sont parvenus à nous faire des guerres pires. Après, de 14 h à 18 h, une bataille rude, jamais égalée. Ils ont envoyé plusieurs troupes, mais ils ne sont pas parvenus à nous faire abdiquer. Il y a eu même des corps à corps où des gens comme Freeman, qui est aujourd'hui aux États-Unis, a mis KO 2 soldats en même temps. Non, il fallait le vivre. Et c'était tout simplement, je dirais, fabuleux. Et donc, le combat a repris de plus dur, de 4 h jusqu'à 6 h, les débandades. Et quelqu'un comme Polo et moi, nous étions sur surveillance policière. Bon, on a résisté. Et moi, pendant 2 mois, août et septembre, j'étais sous hospice de police parce qu'il fallait à tout prix avoir la tête de Bayala parce qu'il est le plus redoutable en termes de mobilisation. Et finalement, le 16 septembre 2013, la police militaire m'a pris au niveau de la place de la Révolution avec un ami, et Kalmogo Mathieu, n'eût été la spontanéité d'envoyer un message. Aujourd'hui, certainement, on ne sera pas là pour parler. C'est vous dire, en même temps, vous décrire les risques d'avoir affronté, d'avoir résisté, mais aussi ceux de goûter strictement au flair de la disparition. Parce que si ce message n'était pas parti, peut-être aujourd'hui, moi, j'étais un zombie qui est au feu tricolore, ou bien je n'existais pas systématiquement. Après, nous sommes rentrés de plein pied dans les mobilisations contre l'article 37, ce pourquoi nous avons été sanctionnés en nous demandant de quitter la cité. L'essentiel, c'était ça. Et tous les jours, on sifflait et on mobilisait les gens ici. Et la cité Kosodo était le nerf névralgique de toutes les mobilisations à la place de la Révolution. Et donc, on se mobilisait et on courait de la cité jusqu'à la place de la Révolution. Et quand on arrivait, c'est une haie d'honneur qui nous dédiait au regard de notre forte implication dans les mobilisations anti-Blaise Compaoré. Et là aussi, avec le mouvement Le Ballet Citoyen, dont j'étais le responsable du club Cibal, secondé par Mathieu Kalmogo, Konaté Lassina et bien d'autres camarades, nous avons porté les voix du mouvement ici en cité. Et quand le 23, le Conseil de ministres a décidé de passer en force à l'Assemblée nationale, la cité Kosodo, sur l'ensemble du territoire burkinabé, est le premier à se lever à l'instant T et à décider de bloquer la nationale numéro 3. Les archives sont là pour le prouver. Et quand nous l'avons fait, on s'est dit, pour nous, c'était la seule manière d'opposer une résistance catégorique à cela. Nous avons fait en barrant le pont, et en barrant stratégiquement le pont, on sait que si le pont est barré militairement, les difficultés pour passer sur les côtés deviennent plus évocateurs. Donc sans stratégie militaire, sans avoir été à l'école de guerre, nous avons quand même parvenu à mettre des stratégies en place qui ont eu un grand impact. Même le camp militaire qui est juste derrière là, ils ont été obligés de se mettre sous nos mots d'ordre. Nous avons commandé même l'armée. Est-ce que vous pouvez imaginer où peut envoyer la volonté? Des généraux de l'armée ont reconnu avec beaucoup de modestie qu'effectivement notre cause était noble et qu'eux ne pouvaient pas se mettre dans le mouvement. Dis bon, comme vous ne pouvez pas vous mettre du fait de votre tenue, laissez-nous, on va se mettre. Et après, quand vous sentirez que c'est prêt, vous allez venir. Mais il n'est pas question que vous nous dites d'arrêter. Si c'est les gaz pour nous gazer, franchement, depuis un certain moment, c'est devenu le parfum naturel des étudiants. Donc, c'est inoffensif. Et juste après ça, elle a été consacrée cité révolutionnaire, non pas parce qu'elle était plus grande, non pas parce qu'elle était loin, mais parce que les hommes et les femmes qui l'habitaient ont su montrer qu'on ne pouvait trouver une cité qu'on pouvait désigner révolutionnaire en dehors de celle-là. De délégué à délégué, la cité Kosodo est aussi animée d'une vie politique électoraliste pour le choix de ses dirigeants. Qui a vu passer de nombreuses personnes qui sont par la suite devenues des grandes personnes qui ont d'abord appris ici, sur les lieux, qui ont appris sur le tas, qui ont appris à faire certaines choses. Ça fait que dehors, dans la vie réelle, dans la vie après la cité, on a vraiment beaucoup plus de facilité. Alors la cité Kosodo, c'est un endroit où on apprend à lutter. Voilà, parce que nous, quand on est arrivé, on n'avait pas forcément cette expérience de la lutte. Peut-être certains dans les lycées avaient eu des expériences dans certains syndicats étudiants, mais moi, par exemple, ça n'a pas été mon cas. Je n'avais jamais milité dans un syndicat étudiant quand je suis arrivé en cité, alors que la gestion de
la cité Kosodo, ça s'apparente un peu à un mix entre un peu les qualités, les exigences du monde syndical et aussi les tâches administratives. C'est un peu un mélange des deux qui font qu'à la fois on est parfois pris entre le marteau et l'enclume, qui fait que ça devient parfois un peu difficile. Donc aujourd'hui, à partir du moment où on arrive à faire le brassage entre les tâches administratives d'un côté et aussi les exigences que demande si je peux dire la fonction de délégué de cité, si on arrive à combiner ces deux-là, je pense qu'on est bien parti pour faire de brillantes choses. Ah oui, la particularité de la cité Kosodo, c'est cette conscience politique qu'on a au niveau de la cité Kosodo. C'est pas rien. Comparé aux autres cités, quand vous êtes en face d'un étudiant ou d'un résident qui a fait la cité universitaire de Kosodo, il a une conscience politique très élevée, il a un esprit critique très élevé et il a un leadership naturel en lui. On a l'impression qu'il y a un esprit qui a été déposé ici qui influe ou qui a de l'influence du moins sur les étudiants qui passent au niveau de cette cité-là. Comparé aux autres cités, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de débatteurs ou de conscience politique ailleurs, mais il y a une unanimité qui est là, c'est que quelqu'un qui a fait la cité universitaire de Kosodo, en termes d'éveil, en termes de leadership, en tout cas, il n'est pas négligeable quand les jeunes se croisent donc au niveau national. Et le samedi, il y avait un débat, je prenais du thé avec des amis, et après j'entends des gens qui débattent. Alors que moi, j'ai toujours rêvé de croiser ça. Pour moi, c'est ce à quoi ressemble le milieu universitaire et l'étudiant. L'étudiant, ce n'est pas le consommateur de gargote. Et donc, tout de suite, je suis allé aussi me mettre dans le débat. Et j'ai eu une intervention en présence de Ali de Kaya, de Polo Ousseni. Voilà. Je me suis taillé une intervention qui est restée mémorable. Et les gens, mais d'où vient ce petit-là et ainsi de suite. Et les gars avec qui je discutais, les Salif, Benoît, et il y a un autre dont le nom m'échappe, ils disent, mais que toi tu viens d'arriver et puis tu as des interventions comme ça, puisqu'après on dira voilà, il y a un jeune qui a fait une intervention, c'était très magnifique, et ils m'ont inclus directement dans le club des débatteurs de la cité en ce qui concerne les débats. Et le thème ce jour, c'était spécifiquement la question de la Côte d'Ivoire. Moi, je venais d'arriver fraîchement et il y avait un postulat qui tendait à dire que il y avait de la xénophobie au sud de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis au sud de la Côte d'Ivoire, mes parents y vivent. Et ça, c'est entièrement faux. Et j'ai apporté cette réponse par la preuve qui était moi-même et qui était que les rebelles, la zone de prédilection des rebelles, ce n'était pas le sud, mais c'était le nord. Et que là où il y a eu les crimes les plus abominables, c'est enregistré au nord, c'est pas enregistré. J'ai été élu le 24 juin 2012, suite à une élection, pas troublée, mais une élection vraiment qui avait... En tout cas, dans chaque camp, il y avait des leaders robustes. Et c'était vraiment un combat de titans. Au final, mon parti, entre griffes, mon camp a gagné, je crois, avec une différence de 3 voix. Et c'était vraiment une élection que nous avons vécue avec beaucoup de souvenirs. Parce que ça nous a... c'était un premier pas, si vous le voulez, dans l'arène politique. Vous voulez en tout cas amplifier ces acquis-là, dont nous avons décidé de nous présenter pour être élus en tant que délégué de cité. Et c'est dans cette optique-là que nous avons été élus le 22 avril 2018. Et nous avons mené pas mal d'actions qui nous ont permis d'avoir des acquis pour la cité. On peut citer de façon pêle-mêle la réflexion générale du restaurant universitaire de la cité universitaire de Kosodo. Depuis la création de la cité, il y a des choses qui n'existaient pas. Et on a brouillé avec l'administration, avec les négociations et autres, pour qu'on puisse avoir ces acquis dans ce sens-là. Quand je parle d'acquis en ce sens-là, je fais référence à l'opérationnalisation du guichet de paiement de loyer en cité universitaire de Kosodo, qui est devenu aujourd'hui une réalité. On est en train de négocier, mener les démarches avec l'administration pour qu'on puisse opérationnaliser la salle informatique dans toutes les cités universitaires de Ouagadougou, en passant bien sûr par la cité universitaire de Kosodo. La cité Kosodo va devenir par la suite un véritable centre de promotion culturelle. Moi personnellement, quand je suis arrivé en cité Kosodo ici, j'ai eu tout de suite l'impression de voir beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités à réaliser des choses extraordinaires. Et donc,
Et moi, je me suis focalisé surtout sur le volet culturel. On a réussi avec pas mal de camarades à transformer cette cité en un véritable centre culturel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous venez en cité, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de cadres d'expression culturelle, il y a beaucoup d'identités culturelles qui s'expriment librement. Et c'était ça l'objectif recherché. À l'issue d'un débat, on pouvait se mettre à danser la danse Gurunsi. Et ça a commencé à inspirer d'autres associations, notamment l'association des Bissa qui est revenue aussi avec des prestations de danse culturelle Bissa. Au fil du temps, ça a fini par aboutir à un festival culturel que le comité de paiement a organisé. Et la première édition du festival, il y avait pas mal de groupes ethniques qui sont venus exposer, qui sont venus exprimer leur savoir en termes de danse culturelle. Et la deuxième édition, on a constaté qu'il y a eu d'autres associations qui sont apparues sur la scène. Et ça nous a permis de découvrir la fabuleuse troupe de danse de Yatenga. Et par la suite, on a vu les Samo aussi qui se sont invités à la danse, les Peuls. Et c'était l'objectif recherché. Puisque nous sommes des futurs cadres et puisque nous sommes des milliers d'étudiants ici, il fallait saisir l'occasion pour faire la promotion de nos cultures différentes afin d'aboutir un jour à une véritable industrie culturelle. Quand le ministre Tahirou Barry était venu parrainer la première édition du festival, il était étonné de voir que des étudiants ont réussi à se mobiliser autour de leur culture, autour de leur identité culturelle. Et donc je pense que les comités à venir doivent aussi s'inspirer dans cette dynamique pour qu'on ne pense pas que l'étudiant c'est quelqu'un qui a été détourné de sa société, de sa réalité. Nous savons aujourd'hui que la mondialisation et la modernisation a tendance à détourner la jeunesse de leur identité culturelle. Déjà en cité Kosodo, on a une bonne raison d'avoir de l'espoir parce que déjà on a réussi à poser une base qui permet à tout nouveau étudiant qui vient dans cette cité de savoir que la culture, son identité doit être un des éléments fondamentaux de sa vie d'étudiant de cette cité. Et c'est comme ça qu'on peut résister au vent de la modernisation et de la mondialisation qui risque, si on ne prend pas des mesures, d'engloutir et d'étouffer nos sociétés et nos valeurs traditionnelles. Les associations qui existent, à son temps, nous avons trouvé ces associations-là, mais nous avions contribué à ce qu'elles se parlent, à ce qu'il y ait un cadre encore plus structuré dans lequel elles allaient contribuer de façon efficace et efficiente à la gestion de la cité. Je pense que ça a été aussi possible grâce donc, à Bako Wamboué, qui lui-même a été un acteur d'unité entre ces associations-là. Nous avions réussi, avec l'expérience, nous avons compris que les associations impliquées, nous avions abouti à quelque chose d'extraordinaire, qui était le festival que nous avions organisé, les 2 éditions que nous avions organisées. En tant que délégué général, c'est vrai que la 2e édition, il y a eu des débats autour, mais d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est au niveau de la cité, nous avons des associations régionales ou de promotion d'ethnie qui travaillent à faire en sorte que les étudiants puissent s'intéresser à la culture, même ceux qui viennent de la diaspora. Comparé aux autres cités, là encore, ce n'est pas évident parce que quand vous prenez quelqu'un, les convois qui viennent avec, par exemple, les différentes promotions, il suffit de quelques mois que cette même promotion-là, un de la chinoise, un de Padoua ou des autres cités, ou bien de Bo ou de Koudougou se croisent, vous verrez tout de suite que celui qui a fait Kosodo a une revendication. Ça veut dire en termes même de culture, en termes de son identité. Parce que naturellement, il y a des associations qui travaillent justement à faire intéresser n'importe qui à sa culture. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant que je pense que chaque comité doit se battre pour sauvegarder. Et l'autre chose importante, c'est le fait que ces associations-là existent, travaillent, mais ne tombent pas dans le régionalisme et dans l'ethnicisme. Vous voyez qu'elles existent, elles travaillent, mais quand il s'agit des questions de façon générale de la cité, elles donnent leur point de vue sans se replier sur des considérations ethniques. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important qu'il faut sauvegarder et faire en sorte que les associations ne puissent pas tomber dans le piège du régionalisme et de l'ethnicisme. Et pas plus tard qu'hier, j'en parlais avec des gens
du côté de la Padoua qui disent que est-ce qu'à la longue, ces associations-là ne vont pas virer à des débats ethniques, etc. Je dis non, je ne pense pas. Tout est question de l'esprit qui a été installé dès le départ. Et je pense que dès le départ, il y a eu des anciens qui ont installé un très bon esprit au niveau de cette cité universitaire de Kosovo. La deuxième édition du festival culturel que nous avons l'habitude d'organiser, cela fait maintenant 3 ans. Et pour ces festivités-là, on a eu à adjoindre un thème de façon générale qui va couronner toutes les festivités de cette commémoration-là. Et le thème qui a été choisi, c'est 10 ans de la cité universitaire de Kosovo, mémoire et avenir. Pourquoi mémoire et avenir? Mémoire et avenir, c'est pour faire en quelque sorte un diagnostic sur tout ce qu'il y a eu à meubler et émailler toutes les activités de la cité universitaire de Kosovo depuis sa création jusqu'à nos jours. Mes relations avec les étudiants sont beaucoup améliorées. Se sont beaucoup améliorées, mais je ne pense pas que c'est peut-être le type d'étudiant qui a changé. Je pense plutôt que c'est parce que j'ai retravaillé en moi-même mon approche et ma façon de voir. Vous voyez, quand je commençais en 2012, je venais de commencer, chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise. Et quand tu arrives dans le milieu estudiantin, il faut savoir que c'est un milieu qui n'est pas comme les autres milieux. Et c'est un milieu où quand tu arrives, il faut, comment dire ça? Ça demande d'avoir une certaine hauteur d'esprit. Ça demande d'avoir une totale maîtrise de toi-même. Ça demande même de faire, je dirais, un peu de psychologie. Parce qu'il faut souvent que tu arrives à te mettre dans la peau de l'étudiant, à essayer de penser comme lui, pour mieux comprendre quelles sont ses attentes, quelles sont ses visions des choses, et puis pouvoir discuter avec lui calmement, tranquillement. Au début, ce n'était pas facile parce que moi, je découvrais. Et vous savez tous comme moi que c'est le milieu de la lutte. Donc, c'est un milieu où pour les revendications, on ne va pas sur le dos de la cuillère. C'est la majoration, et puis c'est la qualité, et puis c'est la variation. Voilà, donc c'est généralement ces 3 points. Mais bon, mais surtout on discute. Donc comme je disais tantôt, c'est des clients, ils comprennent aussi. Quand tu sais comment les expliquer, vous pouvez vous comprendre. Sur certains points, quand ils envoient les doléances, vraiment, on essaie de faire l'effort au maximum pour pouvoir les satisfaire. Je ne dis pas qu'on peut les satisfaire à 100%, non. Mais on essaie, on fait l'effort. Sur certains points aussi, quand on envoie et que vous voyez que ça sera vraiment compliqué, on essaie de les expliquer calmement par rapport à certains points. Parce que bon, ce que j'ai aussi appris avec les étudiants, ou plutôt ce qu'ils m'ont appris, c'est que quelle que soit la pression, quelle que soit la tempête qui est autour de toi, il faut jamais faire une promesse quand tu sais que tu ne vas pas la tenir. La restauration est venue à la 2e année, mais il faut dire qu'on ne préparait pas ici, en fait. Voilà, c'est le camion qui convoyait la nourriture. Voilà, ça venait, bon, et ainsi de suite. Bon, par rapport à notre époque, je peux dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, si on peut le dire ainsi. Bon, même si ce n'est pas à 100%, il y a eu beaucoup d'améliorations, parce qu'aujourd'hui, la cité est accessible. Bon, quand vous arrivez, bon, moi, quand je suis arrivé, j'ai failli dire que j'étais dans un supermarché. Par rapport à notre époque, vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations. Les choses ne sont pas faciles. Mais il faut dire quand même que ça va. Ça va, parce que de plus en plus les étudiants comprennent. Les échanges que nous avons avec eux permettent voilà, de leur faire comprendre les réalités, comme je le disais tantôt, nos réalités, les réalités du pays. Et voilà, en tenant compte aussi des exigences que les étudiants voilà, mettent sur la table. L'un dans l'autre. Comme j'ai dit, eux également, c'est des responsables, et bientôt des cadres. Donc je pense que les difficultés qui se présentent à nous, c'est les mêmes difficultés qu'ils connaîtront, c'est sûr. Parce que voilà, le budget, comme on l'a dit, n'est pas extensible. L'argent qu'on met à notre disposition n'est pas aussi extensible. Et donc c'est sur la base de ces fonds-là que nous, en tout cas, nous essayons de travailler.
un certain abandon d'un certain nombre de choses qui étaient très prisées, très chères et qui défendaient la notoriété de la cité, qui sont les actions militantes, qui sont la culture du débat, qui sont surtout le dynamisme des étudiants et leur emprise à la curiosité intellectuelle permanente. Mais là, elle est en train de s'effriter et c'est bien dommage. Et nous pensons qu'avec un tel récit, ça sera l'occasion de réhabiliter la conscience et la pensée des jeunes frères et de leur dire que la voie la plus noble, ce n'est pas celle enregistrée par les coups de poing qu'on donne, mais c'est celle enregistrée par une pensée magistrale qu'on laisse à la postérité à travers des actes très précis qui décrivent le parcours de votre pensée dans le temps et dans l'espace. Et aujourd'hui, c'est bien dommage, mais après, il y a une très bonne ambiance que je vois. À l'époque, nous, on n'avait pas de goudron. Bon, il y a un goudron maintenant, même si c'est du gravier directement coulé. Mais après, c'est bon à prendre. Il n'y avait pas assez de kiosques. Les étudiants n'étaient pas très entrepreneurs. Mais aujourd'hui, je vois que chaque étudiant a compris que finalement, on n'est pas condamné en tant qu'étudiant à attendre une profession. On peut commencer à exercer en tant qu'entrepreneur et le jour où on vous enregistre dans un pourcentage de 1000 personnes où on doit recruter 2, si vous arrivez miraculeusement à être parmi les 2, tant mieux. Mais après, il y a un très bon exemple très concret de réussite entrepreneuriale qui est Albert lui-même, que nous avons vu ici à cette époque en 2011, qui avait une tablette et qui avait derrière lui une petite cage en fer où il rangeait ses effets. Mais Albert, dans la persévérance, dans une certaine sincérité, dans une sociabilité imparable avec son environnement, il est arrivé à se construire. C'est un monsieur pour qui j'ai énormément de respect. Il a fini, il a fait un petit kiosque. Après le petit kiosque, il a fait un petit magasin. Après le petit magasin, aujourd'hui, il est en phase de passer pour une alimentation incontournable et il a plein d'autres entreprises. Donc cela veut dire que pour ceux qui se sentaient condamnés de ne réussir que par l'école, c'est une voie très possible à rencontrer. Et un exemple concret, c'est aussi Albert que nous avons vu. Et à l'époque, il était le seul. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une très bonne émulation. On voit que les étudiants ne se condamnent plus à aller manger aux rues, à se plaindre que ce n'est pas bon. Ils apprennent eux-mêmes par préparer, par faire de l'attiqué, par faire du foutou, du plakali. Tant mieux, ça y va de l'assainissement de leur mode de vie alimentaire. De toute façon, il n'existera pas d'hommes et de femmes qui prendront soin d'une autre catégorie d'hommes et de femmes qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes. De mon point de vue, je pense que si on veut parler des conditions de vie et d'études des étudiants, je dis que ça n'a pas vraiment changé, ça n'a pas beaucoup changé. À part on a vu le goudron qu'on a mis, la restauration, le restaurant qui a été un peu rénové. Il y a eu un peu plus de lumière, mais ça n'avance pas vraiment au rythme qu'on voudrait aujourd'hui en tant que résident. Parce que moi, j'ai fait une année à Bourg-du-Lasso. Quand je suis revenu, ça n'avait pas vraiment changé, à part quelques trucs seulement qu'on avait pu déplacer quand même. Donc je pense que la vitesse à laquelle on aimerait que ça change, ça ne change pas à cette vitesse-là. C'est beaucoup plus lent. On aimerait pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, quand quelqu'un peut-être quitte la cité pendant 1 année, 2 années, quand il revient, à défaut de trouver mieux, qu'ils viennent trouver que la cité est toujours dans le même état. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça la difficulté. Quand tu reviens, tu trouves forcément qu'il y a des choses qui sont gâtées, qu'on n'a pas forcément remplacées, qui font que les conditions, la qualité de vie est en train de régresser. C'est plus vraiment comme c'était avant. Donc aujourd'hui, aussi sur le plan de la cohésion entre les résidents, je pense qu'il y a toujours les mêmes animosités entre certains groupes qu'on avait hier qui persistent encore aujourd'hui. C'est comme je le disais tantôt, il y a aussi à un certain moment, il faut qu'on puisse faire parler nos responsabilités. Moi, ma responsabilité en tant qu'ancien délégué général de la cité Kosodo, en tant qu'ancien étudiant, ancien résident, c'est quoi pour que la cité puisse mieux se porter? C'est quoi aujourd'hui? La responsabilité, par exemple, d'un ancien résident qui n'a jamais peut-être fait partie du bureau, sa responsabilité pour que les choses puissent bien se passer, c'est quoi? La responsabilité de ceux qui sont là aujourd'hui, la responsabilité des leaders syndicaux, des associations religieuses, des associations régionales, tout ça, leur responsabilité en tant que tous ces acteurs-là mis ensemble. Notre responsabilité, c'est quoi pour que cette cité-là, qui nous a vu grandir un temps soit peu là, notre responsabilité, c'est quoi pour que ça puisse aller mieux? Je pense que ça, c'est une des questions qu'on pourrait se poser et légitimement s'asseoir en tant que, pour réunir tous les différents acteurs pour discuter qu'est-ce qu'on veut que la cité devienne. Est-ce qu'on voudrait que la cité devienne un champ de bataille comme on a vu dans certains pays où sur les campus universitaires, il y a des gens qui se machettent un peu partout? Est-ce qu'on voudrait que ça devienne ça? Non. Je pense que il ne faudrait pas qu'on aille sur ce chemin-là. Le chemin qui serait bien qu'on puisse emprunter tous aujourd'hui, c'est que la cité universitaire soit un cadre d'études
d'où va sortir des fonctionnaires ou bien des fonctionnaires assez brillants qui vont véritablement travailler pour l'intérêt du pays plus tard et pour que demain on puisse dire telle personne est passée par la cité universitaire de Kossodo. C'est pour ça qu'il est comme ça, parce que quelque part il a pu apprendre dans cette cité-là. Voilà, je pense que ce serait ça la responsabilité de tous les différents acteurs aujourd'hui. Et il importe qu'on puisse s'asseoir et dire aujourd'hui, voici tel ou tel projet que nous, anciens résidents, on voudrait mettre en place pour que les différentes guéguerres qu'on observe ça et là, ça puisse s'arrêter. Il y en a qui reviennent et qui me donnent, qui donnent 1000 francs ou 500 francs à ma femme, des magistrats, des gens de tout genre, quoi, voilà, qui ont réussi dans leur vie et qui reviennent, qui donnent de l'argent et souvent même qui me payent même. Il y a un qui m'a payé, bon, toi, tiens, c'est de la cigarette, tu fumes, je te connais avec ça, et tiens, la cigarette, voilà. Donc, c'est pas que ici la vie continue hors de la cité, donc il va falloir qu'on fasse attention l'un dans l'autre parce que demain, si vous ne vous entendez pas ici, et vous êtes appelé par exemple à travailler ensemble dans un bureau ou dans l'administration ensemble, voilà. C'est les indices de la bataille, du combat que nous avons fait. Ça, c'est un combat épistémologique. Voilà, le choix des mots. Qui choisit les mots avec lesquels nous représentons les choses? Et nous avons mené aussi un combat de panafricanisation des étudiants. Et aujourd'hui, ça a ses fruits. Et ces deux demoiselles ont traduit notre vœu d'africaniser nos modes de vie, nos modes de nous soigner, ont mis en valeur ce produit qui est Kamita. Et c'est un produit sûr, rassuré. Si vous ne voulez pas avaler paracétamol et avoir insuffisance rénale, voici ce qu'il faut prendre à la place. C'était aussi l'unité dans l'action, c'était la solidarité légendaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on entretient toujours de très bonnes relations avec ceux qu'on a connus en cité. Et diversement, chacun est logé dans divers domaines. Et ça fait que ça nous permet en tout cas de nous illustrer positivement au sein de la société, au sein de l'administration burkinabé, au sein de la société civile, au sein de la classe politique, etc. Donc, je retiens que la cité universitaire de Kossodo, c'est une caserne qui apporte beaucoup aux soldats que nous avons été. Tout est prioritaire chez les étudiants. Ils posent un problème tout de suite, ils veulent la solution tout de suite. Voilà, les infrastructures, vous connaissez l'état des infrastructures, et le nombre pléthorique d'étudiants dans les cités font que, voilà, tout ça fait que, naturellement, nous sommes constamment sur le terrain. Voilà, et c'est des jeunes, comme vous le savez, c'est des jeunes. Et les jeunes, c'est pas aussi entre eux, regroupés, il y a des incidents, souvent des violences qui nous amènent à intervenir à tout moment. Hein, dans la journée, ce soit la nuit, à des heures indues. Nous sommes dans les cités justement pour essayer de trouver des solutions aux problèmes avant le matin. Bon, on arrive quand même à faire face à ces difficultés-là avec le soutien de la hiérarchie. Et ça, il faut le reconnaître. Sans la hiérarchie aussi, il va être difficile pour nous donc, de mener à bien notre mission. La solidarité. Il faut dire que dans un milieu estudiantin comme le nôtre, si la solidarité n'est pas de mise, ça sera compliqué d'arrache-pied pour qu'on puisse en tout cas s'entendre. Et il faut souligner aussi que chaque année, nous avons une délégation des étudiants burkinabés qui viennent de la diaspora. C'est le moment de m'adresser à eux en les lançant cet appel-là, de toujours en tout cas observer certaines choses en cité avant de les interpréter. Et aussi d'écouter beaucoup les anciens, puisque c'est eux-là, c'est ceux-là même qui sont nos mentors sur le terrain et c'est ceux-là qui sont ces personnes qui nous guident pour qu'on puisse en tout cas avoir une stabilité quant à notre intégration au niveau de la nation. Ce qui est drôle, c'est que souvent, ce sont des personnes
Les personnes avec qui parfois il y a eu un peu de couac, par la suite on devient les meilleurs amis du monde. Parce que bon, au début vous ne comprenez pas, mais après quand on se comprend, bon, tu te rends compte qu'en fait la personne que tu voyais avec une carapace là, c'est pas quelqu'un de méchant. Voilà, donc je dirais qu'en dehors de mon travail de prestation, il y a beaucoup de relations avec les étudiants. Donc beaucoup, même après, beaucoup ont quitté la cité, mais les relations sont restées. Bon, je suis une grande sœur. Quand il y a un souci, quand ils viennent, on discute. Quand je peux les conseiller sur certains points, je les conseille. Je prends aussi des conseils avec eux parce que c'est leur milieu. Avec eux, j'apprends aussi beaucoup. Et puis, bon, j'apprends à comprendre aussi la mentalité, comment comprendre, quel est leur état d'esprit et tout et tout. L'université de Kosodo a 10 ans aujourd'hui. Les générations se succèdent et chaque étudiant quitte cette cité avec des souvenirs et des expériences qui marqueront peut-être toute sa vie. La cité est un passage obligatoire, moi je le dis, c'est un passage obligatoire. La cité a déjà 10 ans, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Il faut que les gens continuent dans ce sens-là pour qu'il y ait plus d'améliorations. Voilà, donc la cité est un passage vraiment obligatoire. Il faudrait que les gens mettent ça dans leur tête. Bon, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Tout au plus, un jour tu es appelé à partir. Mais un jour, il faut arriver aussi à témoigner comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. C'est le travail. C'est de beaucoup travailler. C'est de beaucoup travailler, c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir des objectifs et surtout d'avoir des priorités. D'abord, le premier message adressé à ces derniers-là, c'est de se focaliser sur l'objectif premier. Puisque nous, les parents nous ont envoyés ici, c'est d'abord pour les études. Nous de remercier les autorités, la direction générale du CNU, le ministère voilà, en charge donc, de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et de l'innovation. Et pour leur dire que, en tout cas, le terrain là, il n'est pas facile. Et nous demandons encore leur soutien pour, en tout cas, accompagner les étudiants. S'insérer sans complexe, mais aussi de participer aux différentes activités de la cité, aux différentes activités des associations qui existent en cité, aux différents mouvements, aux différentes luttes et aux différentes actions qui sont menées dans la cité.